Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Guillaume Roy-Fortin, professeur à l'ETS et gradué du DMS de l'Université de Montréal, qui va venir nous parler de géométrie intégrale. Donc, merci. Je ne connais pas ton nom. Samuel. Merci, Yvan, aussi, je pense, qui fait partie des organisateurs. C'est très bizarre pour moi de revenir ici, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu au DMS, mais j'ai passé très longtemps, plusieurs longues années de ma vie. Longue pas dans le sens que c'était très long, mais dans le sens que c'était une bonne période. Et donc, revenir ici, tout le chemin dans le métro, monter les escaliers, c'était une espèce de grand voyage nostalgique. Donc, si j'ai des élans de nostalgie pendant la présentation, soyez indulgents. Donc, il y a plein de choses qui se bousculent. Donc, de quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais parler de géométrie intégrale. Okay? Donc, je ne sais pas si vous avez lu le petit abstract que j'ai envoyé, mais l'idée, c'est la suivante. Donc, on est vendredi soir, vous êtes à la maison et vous recevez des amis de manière un peu impromptue, à la bonne franquette, comme on dit, pour souper. Et là, comme vous êtes un peu lâche, vous vous improvisez Pacini, vous sortez le bar à pain et vous décidez de faire des pâtes. Okay? Donc, vous placez votre eau à bouillir et là, avant de placer vos spaghettis tout droit dans l'eau, vous faites un petit accident. Il y a un petit accident qui se produit et vous échappez les spaghettis sur vos napperons. Vos napperons ont une forme à peu près comme ça, donc convexe. Et comme vous êtes des étudiants qui sont intéressés par les mathématiques, vous avez choisi évidemment des napperons où il y a un petit peu de mathématiques d'impliquer. Il y a une forme à l'intérieur de votre napperon, disons celle-ci. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un spaghetti qui est tombé comme ça, il y en a un autre qui est tombé comme ça. Et là, au lieu de considérer donc le fait que vos invités sont en chemin, vous décidez de contempler la disposition des spaghettis sur votre napperon. Ce qui n'est pas nécessairement un choix vigilant en termes de préparation pour votre souper, mais la curiosité, c'est important. Donc, vous vous demandez combien il y a de spaghettis qui, parmi ceux qui traversent le napperon, combien il y en a qui non seulement traversent le napperon, mais aussi la petite forme à l'intérieur. Quelle est la proportion donc des spaghettis qui traversent le petit ovale à l'intérieur? Et donc là, vous vous mettez à penser à ça. C'est en fait ce qu'on appelle le problème, donc c'est la version italienne, donc du problème de Sylvester. Donc, italienne parce que, bon, vous comprenez. Donc, je vais l'écrire ici, problème. Donc, c'est le problème de Sylvester, où on va considérer, donc, un grand, notre napperon, ça va être un ensemble convexe grand oméga. Notre petite forme à l'intérieur, ça va être petit oméga. Donc, on a grand oméga et petit oméga qui sont donc des convexes bornés dans R2 et tel que le petit oméga est inclus dans le grand. Okay, donc, c'est la modélisation de notre napperon avec une petite forme à l'intérieur. Et là, on choisit L. Donc, L, ce sera une droite, donc aléatoire, du plan. Et donc, on se pose la question, quelle est la probabilité que L, sachant que la droite croise le grand oméga, quelle est la probabilité qu'elle croise aussi le petit oméga? Donc, c'est la question qui va nous intéresser. Donc, la probabilité que la droite L croise le petit motif qu'on a appelé oméga minuscule, sachant que la droite L croise donc le grand ensemble oméga. Ça va? Donc, on va garder ce problème-là tout le long de l'exposé. Et pour l'aborder, pour le traiter, on va devoir faire une petite exploration de ce domaine-là qui s'appelle la géométrie intégrale. Est-ce que ça va jusque-là? Okay. Donc, on va commencer par une définition qui est vraiment pas tout à fait exhaustive. Donc, en fait, je vais écrire un. Donc, on va dire introduction. Donc, on commence par une définition de ce que peut être la géométrie intégrale. Donc, la géométrie intégrale, c'est l'étude de quantité ou objet de nature géométrique
à l'aide de moyens ou d'outils, donc à l'aide d'outils donc analytiques. C'est un peu plate comme définition, mais c'est comme ça quand même. Donc, c'est important d'exposer la dualité ici entre la partie géométrique et l'idée d'objet analytique. À la base, c'était ça. Donc, considérer des longueurs, des angles, des objets qui sont géométriques et, pour les étudier, considérer des outils qui sont analytiques. Un exemple très, très simple de ça, que vous connaissez tous. Donc, un exemple, si je prends une fonction continue d'un intervalle AB à valeur réelle, ben, vous savez que si je trace le graphe de cette fonction-là, mais si je regarde l'aire entre la courbe et l'axe des X entre A et B, c'est en fait donc une quantité. Cette aire-là, c'est une quantité de nature géométrique et qu'on va étudier. Donc, de quelle manière? Donc, si j'appelle cette région-là R, ben, l'aire de la région R, c'est l'intégrale entre A et B de la fonction f de x par rapport à x. Donc, un exemple très, très simple d'une quantité de nature géométrique, un objet géométrique qu'on évalue à l'aide d'un outil analytique. Évidemment, ça, on l'étudie beaucoup. On passera pas trop de temps avec l'intégrale définie ici pour mesurer l'aire, mais c'est un premier exemple. Okay. Il y a beaucoup de probabilités aussi. Donc, on va étudier des objets géométriques probabilistes. Okay, c'est ce qui va nous intéresser davantage pendant l'exposé d'aujourd'hui. Un exemple donc, un petit peu plus intéressant, avec tout le respect qu'on doit à l'intégrale définie, c'est celui de l'aiguille de Buffon. Okay? Donc, un autre exemple, c'est ce qu'on appelle l'aiguille de Buffon. Donc, qui était ce Buffon? C'était un naturaliste français, un peu à l'époque des Lumières, donc vers la fin du 18e siècle. Buffon vient du nom d'une petite ville près de Dijon. Dijon vient de la moutarde, je pense, ou l'inverse, en tout cas, je sais plus trop. Mais Buffon était donc un naturaliste qui avait la particularité d'être, je pense, le premier, peut-être le seul, je sais pas trop, à être à la fois membre de l'Académie française, donc les lettres, et l'Académie des sciences. Okay, donc, s'intéressait à une époque où on pouvait s'intéresser un peu plus facilement à tout et être prolifique dans plusieurs domaines. Sa partie plus littéraire, elle a été critiquée par un dénommé d'Alembert, qui a travaillé sur l'encyclopédie, mais qui a aussi, je pense, fait un critère, je sais pas, ça me vous dit-tu quelque chose? Peut-être. Okay, donc, ce monsieur Buffon-là avait un petit peu de chicane avec d'Alembert. Bref, il y avait aussi beaucoup de temps à perdre apparemment, parce qu'à un moment donné, il a fait l'expérience suivante. Donc, il a considéré un plancher avec des lattes horizontales ou verticales. Donc ça, c'est un plancher. Et, s'ennuyant profondément, a décidé de commencer à lancer une aiguille sur le plancher. Donc l'aiguille, on va la choisir comme étant rose. Et là, lance une aiguille ici, lance l'aiguille encore, lance l'aiguille encore, lance l'aiguille. Et là, évidemment, parfois, l'aiguille tombe de telle manière à ce qu'elle traverse l'une des frontières des lattes qui forment le plancher, donc des lattes parallèles, et parfois elle tombe en plein milieu. Okay? Donc ici, il y a, par exemple, 1, 2, 3, 4. J'ai fait 5 lancers d'aiguilles, et petit n, c'est le nombre d'aiguilles qui vont traverser, j'en ai 2. Okay? Donc 2 lancers qui traversent. Et là, ce monsieur Buffon-là s'est demandé, c'est quoi la proportion? Okay. Est-ce que si j'en lance 10 000 au lieu de 5, est-ce que je peux deviner cette proportion-là? Combien d'aiguilles vont traverser en moyenne, donc lorsque je les lance de manière aléatoire sur un plancher qui est formé de lattes parallèles? Okay. Et donc, cette question-là, sur laquelle il s'est penché, je vais garder ce tableau-là en haut. Donc, comment est-ce qu'on peut étudier ce problème-là? On va faire un zoom sur l'espace entre deux
latte. Non, je vais peut-être faire ça ici. Donc, je vais appeler par D la distance. Donc, D, c'est la distance entre... en fait, c'est la largeur d'une latte. Okay. Je vais tracer encore une fois mon aiguille L. Donc, mon aiguille va avoir une longueur L. Et je vais considérer la droite. Donc, la droite grand L, c'est la droite parallèle au latte qui passe par une extrémité de l'aiguille. OK, est-ce que jusqu'à maintenant, ça va? Donc, l'aiguille, on va dire qu'elle a une longueur petit l. Donc, la longueur de l'aiguille, c'est petit l. Et on va considérer l'angle θ. Okay, donc, θ, ça va être l'angle aigu entre, disons, l'aiguille A et la droite que j'ai appelée L. Ça va pour la construction géométrique. Donc, cet angle-là sera évidemment entre 0 et pi sur 2. Donc, étant donné cette construction-là, on peut évidemment compléter un triangle rectangle ici. Et on aura la hauteur ici de ce côté-là du triangle qui sera simplement donnée par la relation suivante. Donc, on sait que si je prends le sinus de θ, ce sera h sur L. Donc, h, c'est L fois sinus de θ. OK? Donc, on a déjà une petite emprise géométrique sur ce qui peut se passer quand on fait tomber de manière aléatoire une aiguille sur un plancher. Maintenant, l'angle θ, c'est un angle qui est donc aléatoire. C'est une expérience aléatoire. Okay? C'est une variable aléatoire de loi qu'on va considérer comme étant uniforme entre 0 et pi sur 2. Okay? Donc, θ va suivre une loi uniforme sur l'intervalle 0 pi sur 2, ce qui veut dire que sa densité, ça va être simplement 2 sur pi si l'argument est entre 0 et pi sur 2, et 0 sinon. Okay? Il n'y a pas plus de raison d'avoir un angle qui est 0 qu'il y a d'avoir un angle de pi sur 4 que d'avoir n'importe quel angle entre 0 et pi sur 2. Est-ce que ça va jusque-là? On est d'accord avec ça? Étant donné donc une construction comme ça, quelle est la probabilité que ça croise? Okay? Donc une fois qu'on a tout écrit ceci, la probabilité que ça croise, c'est laquelle? Bien, imaginez le choix de la droite L. Okay? Donc, on va considérer que la droite L, entre deux lattes, elle peut soit être directement sur une latte ou n'importe où entre les deux. Okay? Donc, on va imaginer toute cette construction-là qu'on va déplacer verticalement à partir d'ici jusqu'ici. Okay? Et on va se demander pour quelle position de cette droite L-là, on aura un croisement en fonction de ce qu'on a dessiné ici. Ben, si je suis ici, je vais avoir mon aiguille comme ça ne traversera pas. Okay? Ça va commencer à traverser seulement quand la distance entre le sommet de l'aiguille et la latte donc supérieure va être de quoi? De h. Et donc, sur un espace total de longueur d, il y a longueur h qui va permettre le croisement. Et donc, la probabilité de croisement, c'est quoi? C'est h sur d. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc, la probabilité de croisement, c'est, sachant évidemment l'angle θ, c'est h sur d. Et donc, c'est simplement, puisque h c'est L sinus θ, c'est L fois le sinus de θ sur d. Donc, maintenant, on va prendre la probabilité totale de croisement à partir du moment où, donc, pour n'importe quel angle. Okay? Donc, la probabilité, donc ici, je devrais écrire croisement sachant que j'ai un angle de θ. Donc, la probabilité de lancer une aiguille qui croise, ben, on prend la loi
des probabilités totales, la version continue, on devra intégrer de 0 à pi sur 2. Donc, la densité pour la variable aléatoire qui est l'angle, c'est 2 sur pi. Donc, on va avoir 2 sur pi multiplié par la probabilité d'avoir un croisement une fois un angle θ qui est fixé, qui est de L fois sinus θ sur D. Donc, L fois sinus de θ sur D. Et là, on intègre par rapport à θ. Donc, il y a tout un tas de constantes qui sortent. On a 2L sur pi fois D. Et il nous reste à intégrer sinus de θ entre 0 et pi demi. La primitive de sinus de θ, c'est donc moins que sinus de θ, qu'on évalue entre 0 et pi sur 2. Et donc, en pi sur 2, ça vaut 0. En 0, ça vaut 1 avec le moins. Donc, la réponse finale, c'est la probabilité de croisement. Elle est donnée par 2L divisé par pi fois D. Et donc, à l'aide d'un outil analytique, l'intégrale encore une fois, on a obtenu des informations de nature géométrique probabiliste sur la probabilité de croisement d'une aiguille, donc qu'on lance avec la configuration de plancher parallèle avec des lattes séparées par une distance de D. D'accord? C'est intéressant ça parce que ici j'ai fait l'expérience devant vous en lançant 5 aiguilles. Normalement, si je lance beaucoup d'aiguilles, la proportion de résultats favorables que j'obtiens, donc la proportion de lancers qui traversent, d'aiguilles qui traversent par rapport au nombre total de lancers, devrait approcher cette probabilité-là. Okay? On est d'accord? Donc, normalement, donc, pour n, pour un nombre de lancers assez grand, donc, pour grand N grand, on a donc que la proportion du nombre d'aiguilles qui traversent, donc nombre de lancers où l'aiguille traverse, c'est petit n, sur le nombre total de lancers devrait approcher cette probabilité-là, qui est donnée par 2L divisé par pi sur D. Donc 2 fois L divisé par pi fois D. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pi, c'est environ, quoi? Si j'isole ici, je multiplie par pi de chaque côté. Donc pi, c'est environ, donc grand N sur petit n, multiplié par 2L sur D. Et donc, on a une manière maintenant expérimentale de calculer ou d'approximer ce bon vieux nombre pi. OK? C'est intéressant. Donc, moi, je me suis sacrifié pour vous en prévision de ce club maths. Je suis allé en chalet, dans un chalet. J'ai pas habité assez longtemps en France pour dire que j'étais en chalet. J'étais dans un chalet ce week-end. J'avais la configuration parfaite. J'ai noté ici mes résultats. J'ai donc lancé, j'avais une aiguille de longueur petit L qui donnait 2,5 cm. Grand L, pas grand L, mais les lattes étaient séparées par donc une distance de 3,5 cm. C'était le plancher du chalet où j'étais. J'ai lancé un grand total de 3408 fois pour vous et j'ai obtenu un total de 1808 croisements. Okay, c'était très long, mais pour la gloire de la science, je me suis sacrifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une calculatrice ici, qui voudrait faire le calcul? Donc, quelle est l'estimation de pi qu'on a lorsque n vaut grand N 3408, petit n 1808 et avec le 2L sur D, avec L qui vaut 2,5 et D qui vaut 3,5? Ça marche-tu? Ouais, tu fais une erreur, ça donne 2,6. Ça donne 2,7. 2L sur D. Grand N vaut 3408, petit n vaut 1808, L vaut 2,5, D vaut 3,5, et puis mon estimateur, c'est grand N sur petit n, 2
L sur D. Peut-être j'ai pas pris la bonne... j'ai peut-être pas écrit la bonne affaire. OK, parce que voici ce qui se passait. C'est une grande manigance ici. J'ai peut-être mal recopié le chiffre ici. En fait, c'est un dénommé Lazzarini qui, en 1901, a prétendu qu'il avait fait ce que j'ai prétendu avoir fait. Donc, qui avait dit, il avait traficoté des nombres pour que son estimation de pi soit vraiment précise. Il y avait 3,1415,9, blablabla. Là, je pense que dans ma retranscription, j'ai mal pris les deux ici. Je suis désolé. Je voulais faire un effet punch. Ce sera pour une autre fois. Mais l'idée ici, c'était de vous montrer qu'il y a quelqu'un en 1900, donc qui avait prétendu avoir fait l'expérience un grand nombre de fois. Ok, c'est de cet ordre-là. Et ça donnait vraiment un estimé qui est extrêmement précis. Depuis, on a déjà 5 décimales. Et le problème, c'est que quand tu faisais un lancer supplémentaire, que ça croise ou que ça croise pas, tu perdais, je pense, 4 décimales. Okay? Donc déjà, il y avait quelque chose d'un petit peu artificiel dans le phénomène. Et donc, il y a des gens qui ont découvert l'astuce de ce Lazzarini en 1901 en disant ça n'a pas d'allure, c'est impossible, c'est sûr que tu as inventé ça. Okay? Et donc, pour avoir 6 décimales avec 95%, donc d'assurance, ça prend un grand N qui est de l'ordre de 134 000 milliards. Ça fait une longue fin de semaine dans un chalet. Okay? À plusieurs, ouais, c'est ça, exact. Est-ce que c'est bon pour l'aiguille de Buffon? Donc, c'est un exemple assez classique, historique de l'application de la géométrie intégrale. Okay? Un autre, un peu plus moderne. Y a-t-il une horloge ici, Yvan? Je voudrais... Moi, ça m'aiderait pour pas trop abuser du temps. Je trouve ici. OK, donc... Une expérience plus moderne, c'est l'expérience de collision de... Pas une expérience, mais donc une application plus moderne de la géométrie intégrale. C'est la suivante. Donc, hier, je suis allé faire des emplettes pour vous. Ça, c'est vrai. Je suis allé acheter 2 dés. Okay? Donc, j'ai 2 dés qui sont tout à fait usuels. Il y a 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas ce qui nous intéresse ici. C'est... Charles, est-ce que tu es bon en sport, toi? Excellent. Tiens, attrape ça. Là, on va se mettre un peu proche, puis on va essayer de lancer les dés. Okay? De manière à ce qu'il y ait collision. Et là, je sais qu'ils sont assez petits, mais je demande à tout le monde d'essayer de regarder, lorsqu'il y a collision, quel type de collision on a. Est-ce que c'est sommet, 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 face, arrête, 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 face, donc toutes les collisions possibles. On va essayer de... Donc, 1, 2, 3, go. Oups, moi, ça, c'est qui? On va réessayer ça. Peut-être qu'on aurait demandé à Philippe, qui est quand même plus sportif que... OK, on lance dans les airs. Encore. Ça m'efface, non? OK, on réessaye une dernière fois. Je vais le lancer dans les airs, puis toi, tu le lances après. OK, vous avez vu? Lorsque les dés se croisent, se touchent, c'est pas toujours le cas, mais mettons qu'on accepte qu'il y a une collision. Okay? Excuse-moi, Philippe, j'aurais dû te demander, tu es le sportif ici. Skier, ça rend pas vraiment précis à vous lancer, hein, c'est ça? Quand les dés se rencontrent, il y a plusieurs manières de se rencontrer. Okay? Et là, on se demande, c'est quoi la probabilité de chaque type de collision? Évidemment, pensez-vous que ça arrive souvent que les dés se croisent exactement comme ça? Non. Un sommet sur sommet? Non. Pas vraiment. Okay? Arrête sur arrête, pile? Oui. Arrête sur arrête? Comme ça. Ça marche. Okay? Est-ce que, par exemple, une arête sur une face, ça paraît plausible. Okay? Donc, en fait, avec la probabilité, la géométrie intégrale, ça c'est le problème de collision de dés de Firey. Okay? Et il y a un McMullen qui a prouvé qu'il y avait seulement 2 types de collisions qui avaient une probabilité non nulle de se produire. Et donc, on a remarqué que ces 2 probabilités-là, c'est quoi? Donc, intuitivement, est-ce qu'il y en a qui ont remarqué c'est lesquelles? Donc, oui. Sommet face. Sommet face, oui, exact, comme ça. Ouais. La configuration que Charles a suggérée. Ouais, donc, arrête. C'est ça, exact. Donc, les 2 qui ont une probabilité non nulle, c'est ces 2-là. Toutes les autres que vous pouvez imaginer, c'est une probabilité 0. Et ça, c'est un théorème. Okay? Donc, 0. 0.
Ça peut arriver, mais il faudrait que tu fasses l'expérience vraiment longtemps. Okay? Donc, mesure 0, donc ça n'arrive pas. Okay. La probabilité, en fait, je vais vous les donner ici. Il y en a une qui vaut 0,54 et l'autre qui vaut environ 0,46. Okay? À votre avis, est-ce que c'est laquelle qui en a un petit peu plus que l'autre? Est-ce que c'est arrête ou sommet face? Sommet face. Tout le monde dit sommet face, vous êtes... Donc, la démocratie a eu tort. C'était en fait arrête qui a une probabilité de 0,54. Okay? Évidemment, avec 5 lancés, dont 3 ratés, on n'a pas pu vraiment deviner ça. Mais après, on pourra réessayer après le... Donc, je laisse les dés là. Donc, c'est un autre exemple. La preuve est très compliquée, mais dans l'idée, c'est donc un phénomène probabiliste qu'on étudie à l'aide d'objets qui sont complètement analytiques, d'outils analytiques. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, c'est le théorème de McMullen, c'est en 1974. Okay. Donc là, le temps passe un peu. Il faudrait peut-être revenir à notre fameux spaghetti, à notre problème de Sylvester. On a assez donné d'exemples d'application de la géométrie intégrale. Revenons à notre problème. Nous, au fond, on voudrait se demander de toutes les droites qui existent, de toutes les droites planaires, parmi celles qui traversent le grand oméga, quelles sont celles qui traversent le petit oméga. Et donc, très intuitivement, on pourrait dire, ben cette proportion-là, cette probabilité-là, c'est donc la proportion de celles. Donc, si on pouvait donner un poids à un ensemble de droites, on dirait c'est le poids, le volume des droites qui traversent le petit oméga divisé par le volume, la taille de l'ensemble des droites qui traversent le grand. Mais qu'est-ce que ça veut dire de parler de volume quand il est question d'un ensemble de droites? Et donc là, on va s'intéresser à cette question-là. Ça va être en fait la partie 2, donc ce qu'on va appeler la mesure cinématique pour les droites de R2. Donc, notre objectif ici, c'est de donner un sens à cette expression-là. Donc, naïvement ou de manière intuitive, ça a du sens de dire, cette probabilité-là, c'est simplement la masse des droites qui croisent le petit ensemble divisée par la masse des droites qui croisent le grand ensemble. Ça, on accepte ça, je pense. Mais qu'est-ce que ça veut dire de donner un poids à un ensemble de droites? C'est la mesure cinématique qui va nous permettre de faire ceci. Et donc, qu'est-ce que c'est? Considérons simplement donc le plan cartésien. Je vais prendre une droite quelconque que je vais dessiner, disons, en bleu. Donc, c'est ma droite L. Et je vais considérer le point, en fait, sur la droite. Donc, je vais considérer le point ici, P. Donc, ce point-là, ça va être le point qu'on appelle polaire. Donc, le point polaire, c'est celui qui minimise, parmi tous les points de la droite, la distance avec l'origine. Okay? Donc, on va prendre sur tous les points de la droite L, celui qui va minimiser la distance avec l'origine. Donc, le point polaire qui minimise la distance avec l'origine. Ce point-là, on peut l'identifier à l'aide de coordonnées polaires. Okay? Donc, si je prends un angle θ ici, et j'ai un rayon R, ce point-là, comme coordonnées R et θ. Ça va pour ça? Et donc, je peux identifier, dans une certaine mesure, une droite à son point polaire, et donc identifier l'ensemble des droites à l'ensemble de tous les points dans le plan, qui, à leur tour, peuvent être identifiés à l'aide des coordonnées polaires. Okay? Donc, on peut... Donc, si on voulait, là, on pourrait trouver ici les coordonnées cartésiennes de ce point-là. Okay? Donc, c'est x fois cosinus. Donc, x va être r fois cos de θ, y va être r fois sinus de θ. On pourrait aussi facilement trouver donc un vecteur directeur pour cette droite-là. Donc, on aurait un point, un vecteur directeur. Ce serait suffisant pour donner l'équation de tous les points sur cette droite. Okay?
Là, pour sauver un petit peu de temps, je vais sauter cette partie-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que à l'aide de cette identification-là, maintenant, une droite dans le plan, c'est un point polaire. Okay? En fait, c'est pas juste un point polaire parce que quand ça passe par l'origine, donc le point polaire, c'est effectivement l'origine, il y a plusieurs angles. Mais on peut faire l'identification entre toutes les droites du plan et le produit cartésien, donc de l'ensemble de tous les rayons possibles et de tous les angles θ entre 0 et 2π. C'est ce qu'on va faire. Donc, je vais l'écrire ici. Est-ce que c'est clair, ça? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à non? Okay. Donc, on va prendre l'ensemble grand L. C'est l'ensemble des droites. Donc, L, une droite du plan. Et on va pouvoir, à l'aide de ce qu'on vient de dire, identifier donc cet espace-là de toutes les droites du plan. On l'identifie à simplement le produit de 0 jusqu'à l'infini, 0 inclus, avec le produit donc angulaire. L'intervalle angulaire, c'est de 0 jusqu'à 2π. Et donc, on choisit un point r θ dans cet ensemble-là. Okay, donc, n'importe quelle droite, c'est un couplet là-dedans. Un couplet r et θ. Et 0 doit être inclus parce que toutes les droites qui passent par l'origine doivent pouvoir être exprimées là-dedans. C'est bon? Donc, une droite L, ça va simplement être une droite qui va être un choix de r et θ dans cet ensemble-là. Okay. Je rappelle que, si on a un ensemble E dans R2 qui est suffisamment gentil, donc qui est mesurable, donc l'aire de E, comment on définit l'aire de E? Ben, c'est simplement donc l'intégrale sur E de la mesure dans R2. Okay. Et donc, on va pouvoir faire la même chose maintenant qu'on a identifié, maintenant qu'on identifie l'ensemble des droites du plan à cet ensemble-là, on va pouvoir donner un poids, une mesure, un volume, si vous préférez, à un sous-ensemble de cet ensemble des droites-là. Okay? Donc, on fait un certain progrès par rapport à notre objectif de donner un poids à des ensembles de droites qui traversent des ensembles convexes. Donc, maintenant, ainsi, si j'ai un ensemble, disons, G, un sous-ensemble de droites dans le plan, le volume de G, ce sera simplement l'intégrale, double sur G, par rapport à notre élément d'air ici, qui va être le produit de dr dθ. Okay. Et donc, cette mesure-là ici, dr dθ, on va l'appeler simplement dk. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle la mesure cinématique. Pourquoi cinématique? C'est parce qu'en fait, on pourrait montrer, c'est pas très compliqué, on pourrait démontrer que cette mesure-là, elle a une propriété infiniment désirable si on veut donner un poids à des sous-ensembles de droites. C'est qu'elle est invariante sous motion rigide, donc une translation de rotation ou la composition de ces deux choses-là. Donc, dans la vraie vie, la taille ou l'aire d'un tableau ne dépend pas de où on l'a accroché. J'accroche un tableau ici ou je l'accroche là-bas, la taille du tableau est la même. Je prends un ensemble de droites du plan, je fais une translation partout dans le plan, je devrais avoir la même taille, la même mesure. Donc, cette mesure-là cinématique, on peut très facilement montrer qu'elle est invariante sous ces motions rigides-là. Donc, c'est une propriété désirable. Ça a donc du sens de s'en servir pour accorder une mesure, une taille, un volume à des sous-ensembles de droites. Ça va pour ça? Donc, la technique, c'est simplement de montrer que une motion rigide va induire un jacobien qui a un déterminant de 1. C'est pas très mystérieux. Donc, une fois qu'on a ça, maintenant, on est capable de donner un poids à des sous-ensembles de droites. Donc, on progresse. Il nous manque un ingrédient avant de pouvoir aborder donc le problème de Sylvester, celui qui nous intéresse depuis le début. Je rappelle qu'on cherche à déterminer de toutes les droites qui traversent
notre napperon, notre grand convexe, quelle est la proportion de celle qui traverse aussi le petit. Donc, c'est ça notre objectif. Donc, on est rendu à la partie donc 3, où on aura besoin d'un objet qui s'appelle, en fait, d'un théorème qui s'appelle la formule de Crofton. Donc, je vous la donne tout de suite. On va voir comment ça fonctionne après. Donc, c'est un théorème. Soit c'est une courbe régulière, dans R2. Okay, donc, j'ai une courbe régulière C. Et je vais considérer, en fait, donc, la quantité N. Si je prends une droite L1, je vais considérer, en fait, le nombre de points d'intersection avec une courbe qui est fixée, okay, dépendamment du choix d'une droite. Donc, je prends une autre droite, par exemple, ici. Donc, je pourrais avoir une droite qui traverse la courbe 2 fois. Et je pourrais évidemment avoir une droite qui ne traverse jamais, donc L3, qui ne traverse jamais la courbe. Donc, je m'intéresse au nombre de points d'intersection d'une droite donnée avec une courbe qui est fixe. Ça va? Donc, le théorème dit que si je prends l'intégrale, donc sur l'ensemble de toutes les droites, du nombre d'intersections, nombre de points d'intersection entre la courbe C et la droite L, par rapport à notre mesure, donc là, on peut maintenant intégrer sur sur l'ensemble de toutes les droites. Ça, c'est juste dr dθ. Hein? En fait, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 fois la longueur petit l de la courbe C. C'est assez surprenant. Si j'intègre sur l'espace de toutes les droites le nombre de points d'intersection d'une droite avec la courbe, j'obtiens précisément la longueur de la courbe fois 2. Okay, donc, assez surprenant. Est-ce que ça se termine à E20 ou E30? E20. OK, donc on va accélérer un petit peu. L'idée de la preuve. La preuve est assez simple. Okay? Donc, comment ça fonctionne? On va supposer, sans perte de généralité, que notre courbe... Donc, je vais faire la preuve avec des gros guillemets. Donc, d'abord, on suppose que notre courbe est en fait un segment. Okay, donc, je vais supposer que la courbe, ici, je l'ai mise en blanche, là, mais je vais la mettre en bleu ici, que c'est un segment dont la moitié, le centre, coïncide avec l'origine. Okay, donc, c'est un segment qui est en fait aligné avec l'axe des X et dont la moitié, le centre, se trouve exactement à l'origine. Si le segment a une longueur totale de L, ça veut dire qu'ici, j'ai quoi? J'ai L sur 2 et ici, j'ai moins L sur 2. D'accord? Si je choisis un angle θ, je fixe un angle θ entre 0 et 2π. Vous vous rappelez, le choix d'une droite, c'est finalement quoi? C'est le choix d'un point dans l'ensemble R et θ. Donc, dans l'ensemble, c'est le choix d'un point polaire et potentiellement d'un angle si on est à l'origine. Je commence par choisir un angle θ, je le fixe. Donc, je vais fixer, par exemple, cet angle θ là. Je vais considérer toutes les droites dont le point polaire se situe sur cette droite-là, la droite formée par l'angle θ. Ce seront donc forcément des droites qui sont orthogonales à la droite en rose ici. On est d'accord? Okay, donc, je vais prendre, par exemple, cette droite-ci, cette droite-ci, cette droite-ci et cette droite-ci. J'aurais aimé qu'il passe un peu plus loin. Et ainsi de suite. Okay, ça continue. Et donc là, je me dis, clairement, cette droite-là n'intersecte pas mon segment. C'est lequel le rayon maximal qui va permettre à la droite de commencer à intersecter le segment ici? Donc, quel est le rayon ici? J'ai un triangle rectangle. Et je sais qu'en fait, le rayon maximal, donc j'oublie pas que j'identifie les droites à un couplet rayon-angle, à un R et un θ.
en fixant un θ entre 0 et 2π, je me dis quel est l'intervalle des rayons qui vont intersecter mon segment ici. J'ai donc formé un triangle rectangle. L'hypoténuse de ce triangle-là, c'est L sur 2. Et donc, ici, le cosinus de θ, le cosinus de cet angle-là, c'est R max sur L sur 2. Donc, R max divisé par L sur 2, c'est en fait la valeur absolue du cosinus de θ. Ça ici, il faudrait voir là, par symétrie pourquoi on a le droit de mettre la valeur absolue. Là, je travaille dans le premier cadran, mais ça fonctionne comme ça. Est-ce que ça va jusque-là? Vous voyez ça? Et donc, quelle est la quantité? Ça veut dire que R max, c'est égal à la valeur absolue du cosinus de θ multiplié par L divisé par 2. Toutes ces droites-là intersectent le segment une et une seule fois. On est d'accord? Okay, par construction comme ça. Et donc, si je considère donc l'intégrale ici qui m'intéresse, l'intégrale sur l'ensemble de toutes les droites, L, du nombre d'intersections entre ma courbe, qui est maintenant un segment, et la droite par rapport à la mesure cinématique, ce sera simplement donc l'intégrale sur les θ allant de 0 à 2π et sur les R allant de 0 jusqu'à R max, qui vaut en fait cosinus de θ en valeur absolue fois L sur 2. Et notre mesure, c'est par rapport donc à des R, des θ. Donc si on va très très vite, cette intégrale-là, ça devient quoi? Donc on a l'intégrale intérieure, elle devient simplement cosinus de θ en valeur absolue. Et là, on a fois L divisé par 2. Il nous reste à intégrer par rapport à θ. Le L sur 2 va sortir. On a L sur 2. Il nous reste à intégrer la valeur absolue du cosinus de θ entre 0 et 2π. Ça revient à intégrer 2 fois le cosinus de θ entre moins π demi et π demi. Donc, les deux s'annulent. Et cette intégrale-là va donner simplement 2 fois l'intégrale de 0 à π demi, donc 1. Et donc, on obtient bien 2L, qui est la longueur du segment. Okay. C'est l'essentiel ici, parce que l'étape suivante, c'est de dire, je vais considérer, en deuxième, une courbe qui est linéaire par morceau. Donc, la courbe va être simplement une union de segments de ce type-là. Comme j'aurai une union finie, je pourrais intervertir l'intégrale et la somme, et j'obtiendrai directement cette affaire-là pour les courbes qui sont linéaires par morceau. Finalement, par un processus limite, on obtient le résultat final que j'ai évidemment effacé, ça c'est sûr. Donc, on obtient le théorème, la formule de Crofton, que je vais réécrire peut-être ici. Donc, la formule de Crofton nous dit que si j'intègre sur l'ensemble de toutes les droites du plan le nombre de points d'intersection d'une courbe fixée avec une droite L par rapport à notre mesure cinématique, c'est 2 fois la longueur de la courbe. OK? Donc, nous retournons enfin à notre problème, puisqu'il nous reste 3-4 minutes. Donc, on retourne à Sylvester. Donc, la probabilité que une droite L croise le petit oméga, sachant qu'elle croise le grand oméga, c'est en fait le volume de toutes les droites L, donc dans notre ensemble de droites, tel que l'intersection de L avec petit oméga n'est pas nul. Le volume divisé par le volume de toutes les droites tel que l'intersection avec le grand oméga n'est pas nul. Donc, c'est ça qu'on veut calculer. D'accord? Maintenant, si je prends la frontière du petit oméga, donc je veux prendre
la mesure de la frontière. C'est donc la longueur de la courbe qui forme la frontière du petit convexe. Mais à l'aide de la formule de Crofton, c'est 1/2 fois l'intégrale sur pour toutes les lignes. De quoi? Donc, du nombre de points d'intersection entre, donc, la courbe ici qui est C, donc, le nombre de points d'intersection entre D, oméga, et la droite donnée par rapport à notre mesure cinématique. D'accord? C'est ce qu'on vient de dire. Si j'intègre cette quantité-là pour toutes les droites, j'obtiens 2 fois la longueur de la courbe. La courbe que je choisis, c'est la frontière de mon petit convexe. Tu notes valeur absolue. C'est pas valeur absolue, c'est juste la mesure, en fait. Quand j'écris ça ici, ça veut dire la mesure de la frontière. Donc, la longueur de la frontière. Ça va pour tout le monde? C'est un ensemble convexe. Et donc, soit une droite le traverse 2 fois, ou soit une droite le traverse jamais. Okay? Donc, c'est intéressant, ça. Okay? Ça va être très pratique ici, puisque cette quantité-là, le n, il vaut 0 si la droite ne croise pas, ou sinon, il vaut exactement 2. Et donc, cette quantité-là, ici, l'intégrale, l'intégrande est nulle pour toutes les droites qui ne traversent pas, et elle vaut 2 pour toutes les droites qui traversent. Et donc, on obtient quoi? Ici, on obtient 1/2 fois l'intégrale. Donc là, j'intègre sur tous les L, tels que l'intersection entre L et la frontière du petit convexe n'égale pas l'ensemble vide. Et donc, j'obtiens 2 ici. Et là, ça, c'est simplement ma mesure cinématique. Le 2 s'annule avec le 2. Et donc, ça, c'est quoi? C'est précisément le volume des droites qui traversent. Donc, le volume des droites qui traversent le petit convexe. Et donc, le volume des droites qui traversent le petit ensemble convexe, à l'aide de la formule de Crofton et de notre mesure cinématique, c'est précisément la taille de la frontière du petit convexe. Et donc, cette proportion-là, qu'on cherche à calculer depuis tantôt, ce n'est simplement que le quotient du périmètre de la frontière du petit convexe sur le périmètre du grand convexe. Et c'est tout. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Une droite tangente avec oméga, c'est ça? OK. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai un gros tapis ici. Là, il y a plein de choses qui sont sous le tapis. Il y a plein de cas un peu limites qui sont toujours de dk mesure nulle. OK? Par exemple, quand tantôt je parlais de cette affaire-là ici. Si je prends une droite qui est exactement alignée avec le segment, le nombre de points d'intersection, ici, c'est quoi? C'est l'infini. OK? Donc, il n'est pas, même pas dénombrable. Donc, je peux pas avoir ça n'a pas de sens de considérer même la quantité que je cherche à intégrer. Par contre, on peut assez facilement démontrer que ce sont des cas qui sont négligeables, c'est-à-dire qu'ils ont une dk mesure nulle, et donc on peut, dans l'intégrale, s'en débarrasser. Okay? Il y a aussi un grand problème, et je ne voudrais pas vous laisser sans le dire. Ici, nos droites, ce sont des spaghettis extrêmement grands. Okay? Des spaghettis qui sont infinis. Dans le problème que j'ai utilisé dans la situation pour motiver tout ça, les spaghettis sont des segments de droite. Qu'est-ce qui arrive si plutôt que d'avoir ça, j'ai un spaghetti qui tombe comme ça? Donc là, par exemple, ça peut traverser et le grand convexe et le petit convexe seulement une seule fois. Donc, pour que tout notre raisonnement fonctionne, c'était crucial qu'on ait des ensembles convexes et des droites infinies, de telle sorte que je peux remplacer le nombre de points d'intersection par précisément 2. Okay? Sinon, ça complexifie énormément l'affaire. Okay? Donc, on pourrait faire d'autres hypothèses pour ramener ça à l'ensemble des segments d'une certaine longueur, mais ça complexifierait quand même toute la proposition. Oui, ça change, oui, complètement. Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Si on a une petite sphère dans une grande sphère, ouais. Le même raisonnement pour Ces choses-là, donc la formule de Crofton, je vous ai présenté la formule, disons, classique, qui s'appelle aussi parfois Cauchy-Crofton. Il y a tout un tas de généralisations, OK? En dimension supérieure, il y a une formule qui s'appelle celle de Poincaré. Si j'intègre la mesure de l'intersection d'une droite avec un ensemble, pas la frontière, mais donc avec
un ensemble donc de R2. L'intersection, ça va être une longueur. Lorsque j'intègre toutes ces longueurs-là, je récupère à une constante près l'aire de l'ensemble initial. Et donc, de cette logique-là, il y a même des versions pour des mesures de Hausdorff. Donc, moi, je me suis intéressé à ça parce que dans ma thèse, j'ai eu besoin, sur une variété riemannienne, de prendre des disques géodésiques et d'intégrer la mesure de Hausdorff de l'intersection d'un disque géodésique avec des courbes. Et donc, lorsque tu faisais déplacer le centre de ton disque partout sur une surface riemannienne, tu finissais par récupérer donc le volume de la surface fois quelque chose qui ressemblait à l'aire du disque initial. Donc, ces formules-là se généralisent de plusieurs manières. On peut remercier encore Guillaume.